Bonsoir à tous. Donc nous allons parler de manipulation à différents niveaux. Donc on va commencer par définir un petit peu la manipulation. Et je vais rapidement vous parler de mon parcours. Euh, j'ai fait des formations en communication. Et donc la communication, c'est comment mieux se comprendre, mieux se connaître, pour mieux communiquer. Et donc pour mieux connaître l'autre. Donc déjà dans les stages de communication, on voyait qu'il y avait des problèmes justement de communication et que parfois des choses pouvaient être interprétées comme des manipulations. Donc ça m'a fait déjà les premiers déclics. Après, j'ai fait des formations en leadership et en management et là, clairement, le maître mot, c'était faire du chiffre d'affaires, les objectifs, les imposer aux salariés. Donc là, déjà, je commençais à voir que oui, là, c'est même intégré dans certaines cultures d'entreprise de manipuler les salariés pour atteindre des objectifs qui ne sont pas évidemment les leurs. Donc là, je commençais déjà à bien comprendre ça. Et après, j'ai fait une formation qui s'appelle Process Communication, qui est une formation et un coaching en fait qui permet encore de mieux se connaître. C'est une méthode américaine qui a été utilisée pour les astronautes quand ils partent en fait pendant très longtemps dans une capsule et il faut qu'ils vivent ensemble pendant 6 mois dans un espace confiné. Donc là, il fallait évidemment que les gens s'entendent bien et ne s'étripent pas au bout de serait-ce que 2 ou 3 semaines. Et donc a été créé ce système de process communication pour mieux communiquer. Et enfin, j'ai fait de la communication non violente parce que je voulais aller encore plus loin. Et la communication non violente est un processus pour moi très spirituel de connaissance de soi-même, de connaissance de ses besoins pour éviter d'imposer aux autres nos propres besoins. Donc c'est encore une étape qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la manipulation. Et sinon, en dehors de ça, donc j'ai fait des formations en harmonisation de l'habitat, géobiologie. Je suis thérapeute moi-même et j'ai fait de la lecture thérapeutique et de l'EFT. Alors, la manipulation. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi la manipulation? Une manipulation, en fait, vise à imposer des choses à quelqu'un sans qu'il en ait forcément conscience et c'est pas bienveillant. Donc l'idée, c'est vraiment ça la différence. Et après une discussion avec Delphine tout à l'heure, il faut faire la différence entre la manipulation et l'influence. La manipulation, on veut atteindre des objectifs, ce n'est pas bienveillant, donc c'est pour soi. L'influence, on va être bienveillant envers l'autre, on va lui indiquer des directions pour qu'il lui-même s'en sorte, mais c'est un objectif bienveillant. Vous voyez la différence entre un thérapeute qui va être dans l'influence et un manipulateur qui, au contraire, fait ça pour lui. Vous voyez la différence déjà entre les deux. Donc, influence et manipulation. Donc là, ce soir, je ne vais parler que de manipulation, évidemment. Alors, 3 niveaux de manipulation. La plus facile à comprendre et la plus facile à voir, c'est ce qu'on appelle la manipulation globale, dit de masse, c'est-à-dire l'opinion publique. Donc ça, on va en parler, on va commencer par ça. C'est le plus simple. Parce que ça, il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais notre système de fonctionnement en tant qu'être humain ne nous aide pas forcément à la voir tout de suite. Donc, je vais vous donner quelques clés pour reconnaître cette manipulation. On va parler après de la plus connue, la manipulation des autres, parce que quand on dit manipulation, on se dit oui, un tel m'a manipulé, un autre tel m'a manipulé, et c'est souvent, on rejette ça vers les autres. Donc celle-là, c'est la plus connue. Et c'est pareil, il existe différentes méthodologies pour pas tomber dedans et pour pas se faire piéger. Et enfin, la moins connue, la plus forte et la plus difficile, c'est la manipulation de soi-même. On s'auto-manipule. Et ça, c'est l'ego. Notre ego qui est là pour nous aider, mais des fois quand ça va trop loin et quand on écoute trop notre ego et pas assez nous-mêmes, eh bien on tombe dedans. Et donc c'est pour moi la manipulation intérieure. Et c'est celle-là la plus méconnue. On peut l'appeler aussi le déni, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires. On s'auto-manipule. Et ça, on en parlera à la fin. Alors, on va commencer par la manipulation globale, donc l'autorité. Donc l'autorité, c'est en fait des choses qu'on nous dit qu'il faut faire, qu'on croit bienveillantes, mais qui ne le sont pas. Et je vais vous parler de l'expérience de Milgram. Qui connaît l'expérience de Milgram? 1, 2, 3, 4. Eh bien, vous allez voir, c'est une expérience assez fascinante, 1960. Donc ça remonte, et je vais vous montrer une petite vidéo de 2 minutes qui vous explique cette expérience.
Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Fascinant et glaçant, hein, cette expérience, c'est pas nouveau. Malheureusement, on s'aperçoit qu'on s'améliore pas en tant qu'entité être humain. Ils avaient 62% des personnes qui administraient des voltages mortels, donc c'était marqué, hein, vous allez tuer la personne. Hein. Il appuyait sur le bouton. On a refait l'expérience en 2010, 81% des gens infligeaient une dose mortelle. Donc là, ça veut dire que visiblement, soit on se transforme tous en boutons, soit il y a quelque chose qui est là. Donc c'est assez fascinant. C'est-à-dire que sous prétexte que ça vient d'en haut, donc déjà il y a un haut et un bas. C'est-à-dire qu'il y a une autorité et il y aurait des gens qui seraient en dessous qui devraient suivre l'autorité. Du point de vue, on va dire, du monde intérieur et de l'âme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de haut et de bas. On est tous égaux, absolument tous. Donc le fait déjà de donner son pouvoir à une autorité, ça pose un problème. Et du coup, l'expérience de Milgram montre que l'être humain peut très facilement tomber là-dedans. Alors autre chose, alors ça vient juste de tomber, c'est assez énorme. Même moi, j'y croyais pas. On me parle souvent des chemtrails. Est-ce que, levez la main ceux qui pensent que ça existe, ou qui en ont entendu parler déjà. Ok. Un chemtrail, c'est, soi-disant, un avion dans lequel il y a des bonbonnes de produits chimiques et on les pulvérise sur la planète. Et donc ça fait tous ces traits partout, et donc ça lacère la planète. Et moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de ça, et j'y crois pas. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est la condensation. Je suis ingénieur de formation, donc je me dis, c'est la condensation. Mais là, énorme, ça fait 3 semaines que la vie me dit, regarde les chemtrails. Même ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai. Valider les chemtrails par le Parisien, 26 mars 2024, avec une explication et un petit schéma. Le Parisien explique, sans dire ce que c'est qu'un chemtrail, mais c'est ça, c'est-à-dire que pour modifier le climat et la météo et pour faire pleuvoir, il balance des produits dans les nuages. Non mais c'est du délire, validé par le Parisien. Or, n'oubliez pas une chose, c'est que les chemtrails, jusqu'à maintenant, dès qu'on parlait de chemtrails, on passait pour un fou et un complotiste. Eh bien, ça me fait dire une chose, c'est que cette phrase-là, retenez-la, c'est Schopenhauer qui disait « Toute vérité passe par 3 étapes. La première, c'est ridicule. » Ah oui, les chemtrails, c'est complètement ridicule. Comment tu veux, les mecs, ils sont dessous, donc ils s'en prennent plein la tête. Deuxième, violemment combattu. C'est hyper dangereux de dire ça. Ça voudrait dire qu'ils voudraient tuer nos enfants et machin. Hein. Et après, ni vu ni connu, on passe de la 2 à la 3, accepté comme une évidence. Là, on est en train de basculer que le chemtrail, c'est évident. Parce que le climat, on n'arrive pas à le contrôler. Alors si on pouvait mettre des produits dedans, ça serait pas mal. Donc vous imaginez que, et ça Idriss Aberkan le dit souvent, hein, ça passe toujours par ces 3 phases-là. Et vous verrez qu'ils vont tous retourner leur veste instantanément, ni vu ni connu. Donc la Lune, ça va être ça, et tous les éléments de manipulation globaux, tout d'un coup,
tout le monde en parle et ils se redisent pas, attendez, on a dit des erreurs, on a fait des erreurs. Jamais. Vous verrez, c'est assez hallucinant. Alors, il y en a un qui a bien théorisé sur la stratégie de manipulation globale, qui est Noam Chomsky. Qui connaît Noam Chomsky? Un grand théoricien américain, fabuleux, qui a dit, écoutez, voilà comment on manipule les masses. 10 points, faut pas en sauter un, faut les suivre à la lettre. Stratégie de distraction. Donc, c'est-à-dire qu'on distrait les gens. Et ça, depuis la Rome antique, on le sait, il faut du pain et des jeux. Donc, on fait plein d'émissions abrutissantes, on fait plein de télé où tout le monde se met dessus, des jeux vidéo et autres. Ça, ok. Après, on crée des problèmes pour lesquels on apporte des solutions. Donc, on crée un problème, un virus monstrueux qui va tuer tout le monde, mais on a des solutions parce qu'on a un super vaccin miracle. Donc, on crée un faux problème et on propose des solutions. Stratégie de la dégradation, c'est-à-dire que en fait c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est un peu dangereux à c'est moyennement dangereux à on va tous mourir, il faut faire attention, donc on dégrade, donc on augmente la peur. Ensuite, on diffère, on dit que il faut utiliser des mesures drastiques pour éviter de tous mourir, ce qui est logique. Mais en fait, on dit on va pas le faire tout de suite, on le fera plus tard. Donc on fait peur beaucoup. Donc on diffère en fait des grosses mesures qui feraient en fait que le peuple se lève et dise non. Donc on fait très peur et après on tape un peu en dessous. Mais on s'aperçoit que l'idée de départ, elle va y être. Ensuite, s'adresser au public comme des enfants. Ah bah là, il suffit juste de mettre BFM. C'est vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Vous avez vu le nombre de cas, vous avez vu le nombre de cas, vous avez vu le nombre de tests et ainsi de suite. Ensuite, on utilise l'aspect émotionnel bien plus que la réflexion. Bah oui, la peur de la mort, on peut pas faire plus émotionnel. La peur fondamentale de l'être humain, c'est la peur de la mort. C'est vraiment, si on cherche toutes les peurs, on trouve toujours vraiment l'origine, c'est la peur de la mort. Donc là, ils utilisent directement la peur de la mort. Donc là, on touche tout le monde. Ensuite, maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité. Distraction, conneries, faux scientifiques, faux mathématiciens, et on perpétue ça. Stimuler le public à être compatissant avec la médiocrité. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je crois que c'est assez clair. Renforcer l'autoculpabilité. Donc il y a vraiment le système d'autoculpabilité. Et moi pourtant je m'estime plutôt bien, confiant, bien dans ma vie et tout ça. Mais vous imaginez quand vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas confiance en vous, puis vous avez des doutes. Là évidemment vous faites comme tout le monde en fait. Vous voyez le système. Et surtout c'est que les gouvernants vous connaissent mieux que vous en général. Ils savent exactement nos peurs, ils savent exactement quand les distiller et donc ils sont bien en avance. Les prendre pour des abrutis, c'est une erreur de diagnostic. Ils ne sont pas du tout abrutis, ils sont très intelligents. Et je dis tous, parce que pour arriver à ce stade, il faut être très intelligent. Et on va voir que pour être manipulateur, ceux qu'on connaît, les manipulateurs des autres, sont souvent des êtres très intelligents. Donc, faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut s'armer intellectuellement et émotionnellement, ne pas tomber dans les panneaux. Donc cette manipulation-là, elle est visible, mais il n'y a pas 36 solutions pour ne pas tomber dedans. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est se couper des médias. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que même moi, si je me mets à regarder tous les médias du jour au lendemain, je vais retomber dedans. C'est évident. Alors j'ai arrêté la télé il y a 20 ans. Mais si je me remets dedans, je vais retomber. Regardez tous les médias mainstream. Donc mainstream, c'est vraiment les plus globaux. Ils appartiennent à 6 ou 7 personnes. Et ils sont tous milliardaires. Et ces gens-là, en fait, ils sont tous copains avec le pouvoir. Tous. Et je peux vous assurer qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Pas du tout. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Eux, ils ont un objectif. Garder le pouvoir et gagner plus d'argent. Et nous, ils s'en foutent, mais royalement. Donc du coup, il n'y a pas 36 solutions. Il faut couper. Donc on coupe la télé, on coupe la radio, et on ne lit plus les journaux. Ça vous paraît impossible, ça, ou pas? Non? Bon. Qui s'est coupé des médias mainstream? Levez la main. Quand même une petite moitié. Et alors, quand même est apparu les réseaux sociaux et Internet, parce qu'il y a tout là-dedans, il y a à boire et à manger, on est d'accord, mais au moins, grâce à Internet, on peut voir plus de sources et de variations d'informations. Alors c'est de moins en moins vrai, parce qu'ils voient que, évidemment, on commence à s'informer ailleurs, ce qui fait que le référencement d'un site, vous savez, c'est le fait que vous le voyez quand vous posez une question. 1 million de références. Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés
vous savez, à taper pour voir le nombre de références. Et bien, vous savez à combien ça s'arrête? Ça s'arrête à 500, pas plus. Donc il y a des gens qui passent pendant comme ça 10 minutes, et bien au bout d'un moment, on arrive au bout du bout, et il n'y a plus rien. Donc Google ment en permanence sur le nombre d'informations, et en fait, c'est que Google passe son temps à enlever des sites et des référencements en permanence. Ce qui fait que même ce que je vous montre là, c'est-à-dire qu'il faut se donner des informations de sites pour avoir l'adresse exacte, sinon on ne peut pas avoir l'information. Elle est enlevée. Et donc c'est pour ça que Internet diminue en taille, parce que Google enlève tous les référencements. C'est intéressant. Alors, et on va citer Einstein, parce que je trouve que c'est quand même assez fabuleux, parce que lui, il le dit depuis longtemps. Einstein, quand même, qui était donc un scientifique en Allemagne, il y était en 1933. Je peux vous assurer que quand Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, scientifique juif, ça faisait pas bon ménage. Et il a dit cette phrase assez incroyable: ne faites rien contre votre conscience, même si c'est l'État qui vous le demande. Ça paraît aberrant de dire ça, mais pourtant, il l'a dit. Il n'a pas fait ce que lui a demandé son gouvernement. Il s'est barré, et heureusement, parce qu'il a envie. Enfin, il a réussi à se sauver de là. Et donc, quand je dis ça, parce que j'ai des étudiants, des fois, je leur fais des formations, et je leur explique ça, mais ils me regardent avec des yeux grands comme ça. Et je dis, mais oui, mais c'est pas parce que le gouvernement t'a dit de le faire qu'il faut le faire. Est-ce que toi, t'as envie de le faire? Est-ce que dans ton cœur, ça te parle? Oui ou non? Non, mais si le gouvernement le dit, c'est que c'est bien, ou c'est que c'est vrai. Pourquoi le gouvernement me voudrait du mal? Vous voyez ça? Eh ben Hitler, il l'a fait bien comprendre à Einstein, qui fait que Einstein n'a jamais écouté ce qu'on lui a dit. Il a toujours fait dans sa propre âme et conscience. Et c'est hyper important. Donc, voilà pour ce qui est des manipulations globales. Alors, on va parler maintenant des manipulations des autres. Les manipulations, on va dire, les plus connues, et ce qui génère le plus de livres, en fait, je dirais, dans tout ce qui est monde bien-être et thérapeutique. Alors, on va faire la différence entre, comme je vous ai dit, le manipulateur vraiment dangereux et puis les petites manipulations de la journée. Parce que faut pas se leurrer, tous on manipule un petit peu. Mais il y a des manipulations qui sont pas bien méchantes. Là, on va parler des manipulateurs qui font ça de façon malveillante et pour atteindre des objectifs très précis. Alors, on va parler... Voilà. Mais ça, c'est bon, c'est dit. Alors, tous, on est amené à manipuler un peu, mais tant que ça reste du domaine de petites, on va dire que c'est pas souvent, que c'est pas récurrent, on va se dire, on est tous humains et ça nous arrive tous. Je vais pas parler de ça. Alors, la manipulation, vraiment la définition, la vision de la communication non violente sur la manipulation, elle est celle-ci, c'est je vais utiliser une stratégie pour nourrir un besoin qui n'est pas nourri. Mais cette stratégie que je vais utiliser, elle va à l'encontre de l'autre. Et j'en ai conscience ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des manipulateurs sévères qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Et c'est souvent qu'ils ont un besoin intérieur qui n'est pas nourri, et donc ils vont chercher une stratégie pour atteindre l'objectif de « je vais nourrir mon besoin ». Il faut savoir que tous les êtres humains ont tous globalement les mêmes besoins. Les besoins fondamentaux en communication non violente, ça va être le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se divertir, le besoin d'être libre, le besoin de partage, le besoin d'échange et de communication. On a tous ces besoins-là, sauf qu'on n'utilise pas tous les mêmes stratégies pour les atteindre. Ok ? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand la manipulation arrive, qu'elle soit consciente ou pas, la manipulation va faire que la personne, en fait, ne va plus se concentrer sur sa propre vie, mais elle va être focalisée sur autre chose que sa propre vie. Donc déjà, on commence à sortir de ses propres besoins. La manipulation, c'est sortir des besoins de l'autre. On va oublier ses valeurs et on va se perdre. En fait, le manipulé est souvent perdu. Perdu émotionnellement, perdu même dans son corps et perdu dans sa tête. La manipulation est très précise là-dessus. Le manipulateur est dépourvu d'empathie. C'est-à-dire qu'il est malveillant, il a un objectif précis. C'est pas pour vous, c'est pour lui, contre vous. Il va exercer un contrôle constant. Donc là, je sors, vous savez, des petites manipulations quotidiennes gentilles. Non, le manipulateur, c'est constamment,
il va exercer sa stratégie pour vous faire perdre en fait qui vous êtes. Il ne pense pas à l'autre, il ne se préoccupe pas des dommages qu'il crée. Le manipulateur ne fait même pas attention des dégâts qui sont créés. Donc que la personne ne sache plus ses besoins, ce qu'elle veut, qui elle est, ses émotions. Il s'en contrefiche, il le continue dans sa lignée. Le manipulateur rabaisse énormément. C'est-à-dire qu'il y a souvent une double stratégie qui est, dans un premier temps, je te séduis et je te dis quelque chose de positif, et tout de suite derrière, je te dis quelque chose de négatif. Parce qu'au début, s'il commence à vous dire quelque chose de négatif, vous allez dire non tout de suite, et vous n'allez pas vous laisser faire. Le manipulateur commence toujours par vous dire quelque chose que vous avez envie d'entendre. Et donc, on va arriver à un moment donné que pour être manipulé, il faut être manipulable. Et le manipulateur, il va toujours choisir ses victimes, et c'est assez rapide pour lui. Et on va voir quels sont les critères pour lui pour choisir ses propres victimes. Ensuite, on va créer une relation dominant-dominé, c'est-à-dire que soit le manipulateur se pose en tant que victime et donc il va créer l'autre comme un soi-disant bourreau, soit inversé, il va se positionner en tant que bourreau, il va donc faire que l'autre est une victime. Ce qui est important aussi dans les manipulations des autres, c'est que donc on dénigre l'autre, ok, très bien, et on l'isole des autres. On essaie de couper toutes les relations en fait qu'il pourrait avoir, qui pourraient lui faire comprendre que attention, dis donc, c'est dur ce qu'il vient de te dire, ou ainsi de suite. Donc en fait, une stratégie de je prends la personne et je l'isole, je le coupe de sa famille, de ses amis, de ses relations pro. Ça, c'est un grand classique pour exercer une emprise, parce qu'on peut être en emprise sur quelqu'un que si on coupe ses réseaux et sa communication. Alors, il y a un super livre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est La prophétie des Andes. Qui connaît ce livre ? Eh bien, il est expliqué dedans, en fait, les 4 types de manipulateurs. Et vous allez voir que peut-être vous allez vous reconnaître dans un ou plusieurs, à petite échelle, j'espère. Mais là, on va s'interroger à ceux qui l'utilisent intensément. Donc, il y en a 4 types. Il y a le plus connu, l'intimidant. Celui-là, il est facile, il invective, il dit « t'as fait ça, c'est pas bien, t'es nul, pourquoi t'es avec un tel, pourquoi t'as pris tel boulot ?» Celui-là, c'est le plus connu. Donc, il fait peur, il invective, il s'énerve, alors que tout allait bien, tout d'un coup, il pète un plomb. Celui-là, on arrive à assez bien le voir. C'est pas le plus difficile. Il y en a un qui est beaucoup plus subtil, celui qui interroge. Alors, celui-là, il est costaud. Parce que il va faire croire qu'il s'intéresse à vous en vous posant des questions sur vous, mais son objectif, c'est de vous démonter et de vous dénigrer en posant des questions en permanence. C'est-à-dire, « Ah tiens, c'est quoi ton projet ? Ah, c'est sympa. Et pourquoi tu fais ce projet-là ? Ah d'accord. Et t'as pas pensé à faire ça ?» Et ça n'arrête pas. Après une réponse, il vous repose une question, Je vous assure que quand vous tombez avec un mec comme ça, ou une personne comme ça qui vous interroge, au bout de 10 questions, vous êtes perdu. Vous ne savez plus votre projet, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Vous ne savez plus quelles sont vos vraies aspirations. Et vous êtes carrément en fait, désancré, ce qu'on appelle en langage bien-être. C'est-à-dire que vous avez plus vos pieds au sol. C'est comme si vous étiez en flottaison. Il vous a coupé, en fait, il vous a désancré en vous posant en permanence des questions. Donc, je vous invite à essayer de les reconnaître, ces 4 types-là. L'interrogateur, il est sournois, parce que vous croyez qu'il s'intéresse à vous. Il veut vous prouver que ce que vous faites, c'est pas bien, en vous posant plein de questions. Il y en a un qui est intéressant, c'est celui qui fait l'indifférent. C'est-à-dire que vous essayez de l'interroger, il vous répond, ou il vous répond pas. Ou alors, il vous répond, mais à côté. Ces réponses ne sont jamais claires quand il y en a. Vous voyez celui-là, il est un peu plus subtil. C'est-à-dire que vous finissez par vous dire, mais qu'est-ce qu'il pense ? Mais qu'est-ce qu'il pense de ce que je dis ? Qu'est-ce qu'il pense de ce que je lui propose ? Vous ne savez jamais ce qu'il pense. Ce qui fait que vous passez votre temps à penser à lui. Le fait que vous passez votre temps à penser à lui et à vous interroger sur ce qu'il a dans sa tête, vous n'êtes plus à vous-même. Donc il vous vampirise énergétiquement parce que vous ne pensez qu'à lui. C'est subtil celui-là, hein ? L'indifférent, donc c'est le mystérieux. On ne sait jamais ce qu'il pense. Il dit jamais ce qu'il dit. Mais vous êtes tout le temps en train de penser à lui. Et lui, il absorbe votre énergie
et ça le fait vivre. L'indifférent l'a fait, et alors celui qui n'est jamais reconnu comme le manipulateur, pratiquement c'est la victimite, ce qu'on appelle dans le milieu des thérapeutes, celui qui se victimise en permanence. C'est pas de ma faute, c'est les autres. C'est pas de ma faute, c'est le gouvernement. C'est pas de ma faute, c'est mon fils. Mais oui, mais moi j'ai mal au dos. Et puis moi j'ai mal à ça. Et puis moi je peux pas. Et machin. Alors au début on écoute. Et puis au bout d'une demi-heure on est complètement vidé. Parce qu'il nous a déversé tout son négatif et tous ses problèmes. C'est jamais lui. Il est responsable de rien. C'est comme un enfant. Entièrement déresponsabilisé. Celui-là, il est fatigant parce qu'il n'est pas reconnu par la société comme un manipulateur. Mais c'est un gros manipulateur. Et pour moi, c'est le gros de l'équipe des manipulateurs, c'est la victimite. Et les thérapeutes, il y en a quelques-uns ici, on ne peut rien faire avec une victimite. Il ne peut rien faire parce que c'est jamais de sa faute. Et donc tout ce qu'on lui propose, il ne va jamais le faire. Parce que si jamais vous essayez de trouver une solution pour qu'il s'en sorte, ça veut dire qu'il n'est plus une victime. Mais s'il n'est plus une victime, il est qui ? Il ne sait plus qui il est. C'est particulier. Donc, en fait, les victimites, souvent, au bout de 20 minutes, c'est bon, j'ai fait le tour. Je lui ai dit ça, c'est non, ça c'est pas possible, ça c'est... Ok, donc il n'écoute rien. Ben là, c'est mort. Et les victimites ne reviennent pas souvent 2 fois voir le thérapeute, sauf s'ils aiment dépenser de l'argent pour rien. Parce que ce qu'ils veulent qu'on leur dise, c'est que c'est pas de leur faute, et qu'on peut rien pour eux, et que c'est pour ça que c'est des victimes. Vous voyez ? Alors, les victimites, ils tombent pile dans le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est vraiment le triangle infernal qui fait qu'on sait qu'on est bloqué dans l'ego. Donc on commence déjà à rentrer avec l'ego. Donc c'est quoi le triangle de Karpman ? C'est quand la communication, il n'y en a plus. Quand on ne sait plus qui on est et quand on ne respecte pas nos propres besoins, on tombe là-dedans. C'est-à-dire 95% des relations humaines. Parce qu'il faut prendre conscience de son état. Donc soit je suis une victime, donc je me plains tout le temps. Donc je subis, c'est pas de ma faute, je m'apitoie. Donc ça on a vu. Mais pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un persécuteur ou un bourreau. Et lui, évidemment, c'est toujours je critique, j'ironise et je dévalorise la personne. Donc ça c'est un duo infernal. Mais là-dedans, il y en a un troisième qu'on voit beaucoup moins, parce que lui, il est plus glorifié. Parce que la victimite, bon, il est chiant, il n'aura pas de se plaindre, ok. Le persécuteur, oh, c'est un gros méchant. Mais le sauveur, on ne le voit jamais. Le sauveur, il ne peut s'empêcher d'aider. Et là, vous dites, ah ben c'est super. Non, il tombe dans un autre piège, c'est que il passe son temps à aider les autres et à voir les victimes, et donc plus il fait ça, plus il s'oublie lui-même. Donc souvent, les sauveurs sont des soignants, des soi-niants, ils se nient eux-mêmes, ils ne s'occupent plus d'eux-mêmes en s'occupant des autres. Du coup, leur justification de vie, c'est je m'occupe des autres, donc j'existe. C'est complètement faux. J'existe d'abord et après je fais des choses. Donc le sauveur, il tombe là-dedans pile poil. Donc dès qu'il voit une victimite, il lui saute dessus, il veut l'aider, et il voit tout de suite les bourreaux qu'il montre du doigt. Vous voyez ce système-là ? Donc dès qu'on tombe là-dedans, vous êtes sûr que là, c'est un triangle infernal, il faut absolument en sortir. Donc, en sortir, c'est quoi ? C'est agir en adulte. Ça, c'est un comportement complètement dit enfantin. C'est en analyse transactionnelle, je crois qu'on dit ça. Un comportement d'enfant. Donc, il faut passer en comportement d'adulte. C'est quoi ? C'est prendre conscience de son propre état. C'est-à-dire que, plutôt que de me victimiser, de dire que c'est toujours la faute des autres, alors, je dis souvent en thérapie, vous savez, c'est pratiquement jamais la faute des autres. Jamais. S'il y a une problématique, c'est toujours nous-mêmes. On a quelque chose à regarder à l'intérieur de nous. Les seuls cas où c'est pas nous, moi que j'ai recensé, c'est les problèmes atomiques, les empoisonnements et tout ce qui est chimique. Ça, clairement, si ça tombe là, on prend tous et pourtant, j'ai pas de problème d'ego et compagnie. Si vous enlevez tout ça, toutes les problématiques émotionnelles, c'est nous. Les autres, ce sont juste des miroirs pour nous faire comprendre que nous avons des problématiques émotionnelles. Donc, la victimite doit se responsabiliser. Si je suis en position de victime, c'est que j'ai un problème, j'ai quelque chose à travailler et il faut que je me regarde moi à l'intérieur. C'est pas simple, hein ? Le bourreau, il doit prendre conscience qu'il a des peurs et que ces peurs le feront réagir violemment. Et donc, il invective, il insulte, ou il dit « t'es pas bien, t'es machin ». C'est juste qu'il a des peurs, lui.
Donc ça lui fait peur et il réagit violemment. Donc il faut qu'il prenne conscience qu'il a des peurs, il faut qu'il aille les regarder en face, ses propres peurs. Et le sauveur, il faut qu'il soit bienveillant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bienveillant avec lui-même. Il faut qu'il s'occupe de lui, il faut qu'il arrête de s'occuper des autres. C'est pas simple quand on dit ça à un soignant, mais c'est vraiment la base. Et donc ce sont souvent les soignants ne s'envoient jamais de lumière, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, mais ils s'en rendent même pas compte. C'est pas le plus simple de s'aimer soi-même. Mais une célèbre phrase de quelqu'un qui a vécu il y a peut-être 2000 ans disait il faut s'aimer soi-même en fait. D'abord, on s'aime d'abord pour éventuellement aimer les autres, mais ça c'est après. Il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est super compliqué pour la plupart des gens. Voilà pour ça. Donc triangle de Karpman. Alors, les moyens du manipulateur. Quels sont ces outils qu'il utilise? Donc, il n'a souvent pas d'empathie. C'est-à-dire qu'il se fiche de votre état. Il est égoïste et égocentrique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les gens égoïstes parce qu'ils pensent à eux. Déjà, je préfère être égoïste. Égocentrique, ça commence à poser un problème. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Ça, déjà, là, il y a un gros problème. Absence d'introspection, ils ne se remettent jamais en question. Alors c'est pour ça que j'adore, des fois je vois des patients me voir et me disent oh, je crois que je suis un manipulateur. Bah déjà, le fait que tu te dises ça, a priori t'en es pas un. Le manipulateur, il se rend même pas compte de son état. Si vous commencez à vous dire oh là, je crois que j'ai manipulé un tel et tout, machin, là, ben c'est, déjà vous prenez conscience de ce qui se passe. Donc déjà, vous n'avez pas les armes du manipulateur, parce que lui ne se posera jamais la question. Ça, ces théories-là, le FBI les connaît depuis très longtemps et ils utilisent ce système-là. Donc pas d'introspection. Déresponsabilisation complète. C'est toujours les autres. Jamais soi. Donc c'est presque comme une victime, sauf qu'il ne va pas forcément se positionner en tant que tel. Il a les autres caractéristiques. Donc, il n'est pas responsable de ce qui se passe. Et alors, il utilise de façon hallucinante le mensonge. C'est hyper présent. C'est-à-dire que ceux qui mentent, on va dire de manière normale. Je crois qu'un être humain, il ment en moyenne, normal, pas un sociopathe ou un manipulateur, mais il va mentir 3 à 4 fois par jour. Lui, c'est une phrase sur 2. Donc, en fait, il construit quelque chose où il ment tout le temps. Donc, il faut faire la différence avec les petits mensonges de tous les jours. 3-4, ça va, vous êtes humain. Mais quand c'est tout le temps, c'est une super arme. Et il s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il finit par s'auto-convaincre de ses propres mensonges. Alors, le protocole de la manipulation. 1, je valorise. Oh, t'es vachement bien habillé. Oh, t'es super intelligent. Oh, dis donc, ton projet, il est génial. Alors là, tout de suite, pouf, on écoute. Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Tous. Je ne connais pas un être humain qui n'a besoin d'aucune reconnaissance. Donc là, on tend l'oreille. 2, je commence à mettre des critiques sur l'autre. Mais on commence par des softs. Ah oui, oh ton projet il est génial, dans 10 minutes. Mais pourquoi t'as pas pensé à faire ça? Oh, là déjà, ding. Là, c'est le premier signal. Ensuite, on se fait passer pour le sauveur, c'est que le manipulateur va vous dire, mais moi, t'es une victime là-dedans. Moi, je vais te dire comment il faut faire. Tiens, moi, je vais te sauver, je vais te dire exactement ce qu'il faut faire pour ton truc. Là, pof, il se positionne en tant que sauveur. On crée de la dépendance et de l'insécurité, c'est-à-dire que plus il va vous poser des questions, il va vous déstabiliser, plus vous aurez besoin de lui, en fait. Donc là, on sent qu'il se passe une interdépendance. Il vous fait croire que vous pouvez avoir absolument confiance en lui, mais pas aux autres. Donc on coupe les réseaux, on sépare et on cloisonne. Le manipulateur, il est hyper fort pour le cloisonnement. C'est-à-dire qu'il va dire A à quelqu'un, B à l'autre, et ainsi de suite. Il va faire en sorte que les gens ne se parlent pas entre eux et ne communiquent pas entre eux, parce que sinon, ces mensonges n'y tiennent plus. Donc le manipulateur, il ne va pas manipuler devant tout le monde. Il n'est pas con à ce point-là. Il va manipuler la personne en tête à tête. C'est comme un loup. Le loup, il ne s'attaque pas au troupeau. Il s'attaque à la seule brebis qui est éloignée. Donc il la sort, il la prend et il l'attaque. Vous voyez ce système-là? Donc, je vous invite, si vous voulez, voir déceler de la manipulation très rapidement, parce que ça peut être à différents niveaux, c'est valorisation. Quand on vous valorise de trop, il y a un problème. Déjà, oula, il me dit trop du bien de moi, c'est trop ce que j'ai envie d'entendre. Je me méfie. Et attendez tout de suite
la critique, parce qu'elle arrivera toujours derrière. Et attendez à quel moment. Et moi, des fois, je me dis, j'entends la personne parler. Ouais, vas-y, tartine, vas-y, caresse-moi dans le bon sens du poil. Et là, j'attends. Alors, c'est où le mais? Et là, hop! Ah, tiens, il a mis 10 minutes. Il a mis 10 minutes avant de me sortir une critique que tout d'un coup, mon truc était si génial. Il était peut-être pas si génial que ça parce qu'il y avait un truc qu'il fallait changer. Et ça, automatiquement, moi, terminé. Je ne vois plus la personne. Alors, si on avait eu le temps, je vous aurais fait faire un test pour ceux qui avaient des doutes sur des relations autour d'eux. C'est un test en 18 questions. Et vous répondez à la place de la personne et vous mettez des points en fonction de est-ce que la personne correspond ou pas. Donc si des gens sont intéressés par ce questionnaire, je pourrais l'envoyer par mail parce que c'est absolument fabuleux. Parce que du coup, vous allez voir qu'autour de vous, si vous avez des doutes, c'est déjà en général que c'est bon, c'est ça, mais ce questionnaire vous aidera. Les proies de la manipulation. Parce que si on est manipulé, c'est qu'on est manipulable. Donc ça veut dire que nous avons des failles. Alors, les failles, c'est quoi? Dans presque 100% des cas, le manipulé a une faible estime de lui. Donc l'estime de lui, c'est qu'il pense qu'il n'est pas capable de faire ci, ça, ça et ça. Il pense qu'il n'est pas capable de penser comme ci, ça, ça et ça. Ou il n'est pas capable de faire ci, ça, ça et ça. Ou d'émotionner ci, ça, ça et ça. Donc c'est un problème d'estime. Il pense qu'il n'y arrive pas. Il a une dépendance affective énorme. Il faut qu'on m'aime. Il faut qu'on s'occupe de moi et qu'on fasse attention à moi. Alors ça, le loup manipulateur, c'est direct. Dans une salle de 40 personnes, il voit tout de suite, instantanément, faible estime de soi, dépendance affective. Direct. En fait, ils sont programmés pour ça. Ils s'en rendent même plus compte. Syndrome du sauveur. Donc, souvent, le manipulé est un sauveur. C'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que si vous avez le syndrome du sauveur, vous avez de grandes chances d'attirer des persécuteurs et des manipulateurs. C'est une empathie décalée, comme je dis. C'est une empathie trop vers l'autre. Donc quand c'est trop vers l'autre, c'est décalé. Il faut d'abord avoir de l'empathie pour soi-même. C'est de la communication non violente. Non, c'est pas de la communication. C'est de la communication non violente. Ouais. L'empathie, c'est ce qu'on appelle de l'auto-empathie. Soi-même, on se fait du bien. On dit que je suis bien, que je vais réussir, que j'ai besoin qu'on m'écoute et qu'on m'aime. Et voilà. Eh bien ça, l'empathie, elle est décalée. Donc le sauveur, souvent, c'est pareil. Le manipulateur, il le voit direct. Et aussi, on a remarqué que le manipulé entretient toujours une idée de la relation qui est féerique et qui est fabuleuse. C'est-à-dire que la relation que je vais avoir avec l'autre, ça va être fabuleux. La personne va me faire découvrir des trucs incroyables, va me permettre de développer mon plein potentiel, va me permettre... Vous voyez ce côté un peu délire de la relation qui n'existe pas. Donc ça, le manipulé, le manipulateur le voit direct. Ah, il a envie d'entendre des trucs comme ça qui n'existent pas, mais je vais lui faire croire. Donc je vais lui faire croire que je suis la meilleure personne pour lui, je vais lui faire croire que je suis son sauveur, je vais lui faire croire que je suis son atout, que je suis son développeur, son coach, je ne sais pas quoi. Donc, les manipulés ont souvent un ou deux, voire les quatre. Ça, c'est un grand classique. Alors, quels sont les syndromes de la manipulation? Parce que si vous ne le voyez pas pour vous pouvez peut-être le voir pour les autres. C'est toujours intéressant pour justement couper le cloisonnement que le manipulateur a fait autour de la victime. Donc, quand on se sent plus libre de ses choix et qu'on sent que tous nos choix sont dictés par l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit oui, moi j'ai fait ça et ça et ça parce que j'en ai parlé à un tel et machin, hein. Oui, mais toi, tu veux faire quoi? Et toi, tu as pensé à quoi? Vous voyez ça? Où tout le temps, c'est l'autre qui a eu l'idée, l'autre qui... Voilà. Perte de confiance et d'estime de soi, parce que déjà qu'on est en manque d'estime, et là, on en a encore moins. C'est-à-dire qu'on s'estime encore moins haut. Donc là, ça commence à être costaud. On perd totalement nos propres valeurs. On ne sait plus où elles sont, et on ne sait plus quels sont nos besoins. Et ça, c'est un classique, mais ça, on peut le savoir que si on connaît nos valeurs avant d'être manipulé. Donc c'est difficile, quand vous êtes dans la manipulation, de savoir ça si vous n'avez jamais été manipulé avant. Donc c'est pour ça que là, il faut que ça soit plutôt des yeux extérieurs qui vous disent ça. Recevoir constamment des critiques, c'est pas possible. On peut pas avoir tout le temps des critiques. Personne n'est mauvais à ce point, ou personne est nul à ce point. Ça n'existe pas. Donc, moi ce que je dis souvent, c'est que vous pouvez éventuellement accepter les critiques de 2 ou 3 personnes dans votre vie
pas plus. Ces 2 ou 3 personnes-là, il faut les sélectionner et les trier sur le volet. Ces personnes-là sont forcément des gens qui sont bienveillants, positifs, et donc qui vous veulent du bien. Déjà, ça enlève 50% de la population que vous fréquentez. Et il faut que leur critique soit juste de temps en temps. De temps en temps, c'est 1 ou 2 fois par an. C'est pas par mois, et c'est encore moins par semaine, mais par jour, non. Ce n'est pas possible. 2 ou 3 personnes. Ce qui fait que, je crois que c'est Jean Laval, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il fait beaucoup de vidéos. Je sais pas, il en a plus de 1000 vidéos. Et en fait, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il a des tombereaux de critiques dessus, mais des wagons. Et du coup, il dit, mais je les lis pas en fait. Ça sert strictement à rien. Parce que souvent, la critique, elle vient de gens qui ne font pas du tout ce que vous faites, qui aimeraient faire ce que vous faites, et qui donc, comme ils n'y arrivent pas, ils veulent vous détruire. Comme ça prouve bien qu'ils ne peuvent pas y arriver. Vous voyez ce système-là. Donc, n'acceptez pas la critique, ou alors que de 2 ou 3 personnes que vous savez qui sont hyper bienveillants avec vous, qui vous veulent du bien, mais du vrai. Donc là, déjà, ça enlève un paquet de monde. Et sinon, vous n'écoutez pas les critiques. Vous ne les écoutez pas, vous ne les lisez pas. Ne tombez pas là-dedans. Ensuite, quand vous commencez à réfléchir à comment je vais répondre à la question, ou quand je vais répondre avec cette personne-là, ben déjà, c'est pas bon. Vous ne devez pas réfléchir à ce que vous devez dire. Si vous commencez à réfléchir à ce que vous devez dire, parce que de peur que l'autre commence à vous sortir une phrase ou vous attaquer, c'est pas bon signe. Soyez naturel. Si vous commencez à réfléchir à comment vous devez parler, c'est qu'il y a un problème. La relation n'est pas du tout équilibrée. Ça, c'est un tilt. Les syndromes associés, donc, c'est ressentir de la culpabilité. Ben oui, parce que la culpabilité, c'est pas la culpabilité au sens chrétien. C'est la culpabilité au sens de la définition du mot. Culpabilité vient de coupure. Je suis coupé. Donc, je suis séparé. Là, évidemment, le manipulateur, il veut vous couper toutes vos relations. Donc, si vous vous sentez dans la culpabilité, la tristesse, c'est qu'il vous a coupé. Donc, si vous vous sentez plus dans la culpabilité que d'habitude, c'est qu'on vous a coupé. Donc, il y a un truc qui n'est pas bon. Pourquoi on m'a coupé? Dans quel objectif? Isolement. Quand... oui, ça, c'est dit. Quand on s'inquiète trop et qu'on est trop stressé, hein, on peut être stressé. Un peu. On peut s'inquiéter un peu, mais ça ne peut pas être tout le temps. C'est pas possible. Il y a un problème. Ce n'est pas les thérapeutes qui me diront le contraire. Trouble du sommeil, vous n'arrivez plus à dormir. Pourquoi? Parce que vous essayez de trouver des solutions. Vous essayez de trouver des choses qui vous semblent logiques à quelqu'un qui fonctionne de manière décalée. C'est pas possible. Donc ça tourne. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais non, vous n'y arriverez jamais. Parce que peu importe ce que vous allez dire, il y aura toujours un angle d'attaque pour vous déstabiliser. Toujours. Affaiblissement, perte d'énergie, voire perte de motivation. Et là, on finit par ne plus du tout s'aimer. Terminé. Donc si vous avez l'habitude de vous aimer et que vous ne vous aimez plus, oh là là, quelles sont mes fréquentations? Qui je vois? Donc dépression pouvant aller jusqu'à des pensées suicidaires. C'est qu'en fait, le manipulateur vide toute substance émotive, on finit par se sentir vide, et se sentant vide, quel est mon rôle sur Terre? J'en ai plus, donc je me tire une balle. C'est vraiment... c'est extrême, mais ça peut aller jusque-là. Alors, et là vous me dites, mais comment je fais si c'est pas clair? Il y a un super moyen de savoir si on se fait manipuler. Et c'est, je pense, relativement simple. Ça nécessite de travailler un petit peu sur soi. Un grand mot est lâché. Donc, quand vous avez un doute sur quelqu'un, vous faites, avant d'aller voir cette personne, vous vous scannez. Vous vous dites, alors, comment je me sens dans mon corps? Oh, ça va, j'ai mal nulle part, j'ai pas mal au dos, tiens, ok, non, ça va. Je suis bien dans mon corps, ok. Vous scannez vos émotions. Dans quel état émotionnel je suis? Ah, je suis en joie, je suis content, tiens, je suis content d'aller voir la personne, ok, bon, c'est plutôt positif. Dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai 20 000 pensées? Est-ce que j'ai des pensées normales? Est-ce que ça va? C'est des pensées classiques, voilà, je suis un peu dans le passé, un peu dans le futur, un peu comme tout le monde, mais
ça va, c'est pas catastrophique. Donc vous vous scannez. Et ça, il faut prendre du temps. Vous prenez 5 minutes et vous vous scannez sur les 3 plans, physique, émotionnel, mental. Vous faites le rendez-vous. Restez pas plus d'une demi-heure. Vous prétextez n'importe quoi, mais vous partez au bout d'une demi-heure. Vous vous rescannez. Dans mon corps, comment je suis? Oh là, attends, j'ai mal au dos. Je me sens. Oh, je suis fatigué un petit peu, tiens. Ok. Les émotions. Oh là, j'ai mon plexus là qui travaille. J'ai l'impression d'avoir une pression sur la poitrine et puis je me sens un petit peu déprimé. Et puis alors dans ma tête, alors là, ça tourne dans tous les sens. J'ai plein de pensées et tout ça. Donc vous êtes scanné avant, vous êtes scanné après. S'il y a une différence dans le sens négatif et que ça vous arrive plus de 2 fois avec la même personne, danger, warning, manipulation. Donc là, vous n'avez même pas besoin de savoir si c'est un interrogateur, un victimite ou machin, parce qu'il peut mélanger plein de trucs. Hein. Mais si vous vous scannez avant et après, le géobiologue que je suis vous dirait dans un endroit différent, mais mettons, si vous scannez et vous faites ça 2 fois et que 2 fois vous êtes pire après qu'avant, pas bon, danger. Et qu'est-ce qu'on fait? On se barre. On s'en va, on quitte, on coupe la relation. Donc ils veulent nous faire culpabiliser, oui, on coupe, mais on va jusqu'au bout. On ne voit plus la personne. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte que vous. Elle manipule depuis toujours. Son système de manipulation est ancré dans son système de défense égotique, parce que là c'est que de l'ego, la manipulation. Et donc du coup, vous ne gagnerez jamais. La personne ne changera jamais. Elle continuera toujours à fonctionner comme ça parce qu'elle croit que c'est bien pour elle. Donc, on fuit la relation. Terminé. Et je vous ai dit 2 rendez-vous. J'ai pas dit 3, 10 ans, 6 mois. Non. 2 rendez-vous. Si vous scannez avant, après que ça va pas, on arrête. Et là, vous me dites, mais c'est facile quand c'est un pote. Mais quand c'est la famille, je fais quoi? Pourquoi vous allez voir votre famille alors? Bien compliqué. Donc, il y a quand même quelques trucs quand la fuite n'est pas possible. Mais c'est super dur. Je vous le présente là. Je fais des formations pour ça. Mais franchement, je ne vous le conseille pas parce que c'est assez difficile. Mais si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de voir la personne parce que c'est votre patron, parce que c'est, je sais pas quoi, c'est votre frère, c'est votre sœur, j'en sais rien. Il y a des possibilités. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on est obligé de voir son frère ou sa sœur? Est-ce qu'on est obligé de voir sa mère, son père et tout ça? Son père et sa mère, ils nous ont fabriqués, on est venu sur le monde, ils ont fait le taf, on n'a plus besoin de voir derrière. Hein. Enfin, excusez-moi, mais le boulot, il est fait. Il n'y a plus besoin de voir les parents. Frères et sœurs, c'est pareil, chacun vit sa vie. Pourquoi vous avez besoin de votre sœur ou de votre frère? Vous n'avez pas besoin. Et votre patron qui vous embête, mais pourquoi vous ne quittez pas votre poste? Pourquoi vous ne changez pas de travail? Donc, le thérapeute que je suis vous dirait ça. Mais si jamais vous ne le voulez pas, pour une raison X ou Y, alors, on doit faire arrêter la honte et la culpabilité, raffermissez vos assises. C'est-à-dire que, avant d'aller voir cette personne, qui maintenant vous savez qui vous manipule, il faut vous réaffirmer vous, qui je suis, quelles sont mes valeurs, il faut vous les répéter avant. Vous faites la liste de vos 10 valeurs, de vos 10 besoins, vous les lisez, parce qu'ils sont très forts pour vous déstabiliser, donc vous les réalisez. Donc si jamais il attaque une de vos valeurs, oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, et moi, je ne fais pas ça. Oui, mais machin, écoute, je ne te demande pas de discuter, ma valeur, c'est ça, et je ne bougerai pas. Donc ça demande une sacrée posture. C'est pour ça que je vous dis, ça, c'est vraiment dans le cas où vraiment, vous n'avez pas voulu faire le boulot avant. Mais, mettons, acceptez une chose, c'est que vous ne ferez jamais changer la personne. Jamais, c'est mort, on oublie. C'est pas possible. On ne change pas un père pervers, on ne change pas une mère victimite. Ça ne se change pas, c'est fini, c'est foutu. Donc vous oubliez ça une bonne fois pour toutes. Un manipulateur, on ne peut rien en faire. Rien. Il sera plus manipulateur quand il sera mort. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, prenez la distance. C'est-à-dire que vous savez que ça va être dur parce que vous n'allez plus voir cette personne parce que vous croyez que vous avez besoin de la voir. C'est une croyance que vous avez. Hein. Vous n'avez pas du tout besoin de voir cette personne. Mais vous croyez que vous avez besoin de la voir. Donc vous allez vous prendre de la distance et vous habituer à ne plus la voir. Donc à être dans la coupure.
de plus en plus. Donc moi je dis souvent aux gens qui ont du mal à se séparer avec leur mère, leur père, alors ok, tu l'appelles 3 fois par semaine, maintenant tu vas peut-être passer à l'appeler 1 fois par semaine. Dans 6 mois, tu vas l'appeler 1 fois par mois. Et dans 1 an, tu l'appelleras plus jamais. Il faut y aller progressivement. Ensuite, on se réapproprie donc des relations saines. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, vous savez comment faire. Vous voyez quelqu'un, vous scannez avant, vous scannez après. Ah bah tiens, je suis plus positif avant qu'après. Ah bah vous la revoyez. Et là, je peux vous assurer que si vous appliquez cette méthode, vous pouvez perdre 80% des gens que vous voyez. 80%. Et donc, c'est pas compliqué, mais des gens vraiment bienveillants avec qui ça se passe bien, pas plus que les doigts de la main. Pas plus. C'est horrible, hein. C'est dur. Eh oui. Je sais pas, vous étiez peut-être ado, vous adorez faire la fête et tout ça. Ouais, moi j'ai 40 copains. Non, vous avez 40 connaissances. Des vrais gens qui vous veulent du bien, qui sont positifs avec vous, maximum 5. Ensuite, montrer de l'indifférence aux propos. Ça, c'est super dur. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous casse en permanence, vous ne devez plus écouter ce qu'elle vous dit, parce que vous êtes obligé de la voir. Enfin, vous croyez que vous êtes obligé de la voir. Donc du coup, vous écoutez plus. C'est-à-dire que vous trouvez un système qui fait que vous écoutez plus. Blablabla, blablabla, blablabla. Vous fermez complètement ce qu'il vous dit. C'est pas simple, hein, mais j'essaie de vous donner des solutions. Ensuite, répétez-vous vos valeurs. Allez aux toilettes. Oh putain, oui, c'est ça. Merde, je suis encore tombé dans le panneau. Ok. Allez, genre, oui. Oui, alors, parce que le manipulateur va d'abord vous dire des trucs positifs. Parce que s'il voit que vous commencez à vous rebeller, le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous rebalancer du positif. Ah oui, mais machin, là, il dit, oh, ça change chaud là, oh là là, vite, du positif. Donc, il faut se méfier aussi du positif. On ne peut pas vous tartiner dans tous les sens et que c'est possible. Ça n'existe pas, ça, on n'est pas parfait. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut se méfier du positif. Souvenez-vous de vos valeurs. Respectez-vous et affirmez-vous. Et ça, c'est super dur. C'est-à-dire qu'il faut être ancré comme ça et dire moi, je suis ça, je fais ça et mes valeurs sont ça. Il faut les redire et les répéter. Il va vous dire non, c'est pas vrai. Non, tu as tort. Non, machin. Mes valeurs, c'est ça et je te demande de ne pas les critiquer, de ne pas les remettre en doute. Il faut tenir, tenir, tenir. C'est un combat. Donc, pour ça que je vous dis que cette méthode n'est pas simple. Mais si vous croyez que vous n'avez pas le choix, et puis, réappropriez-vous votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc là, coaching à mort, thérapie et que sais-je, j'en passe. Si vous croyez que vous devez subir un manipulateur, là, il faut vous faire aider parce que c'est quand même hyper compliqué. Alors, et puis souvent, je donne un exercice pour les gens, c'est prenez 5 minutes chez vous ce soir et écrivez sur un bout de papier quelles sont mes valeurs et qui je suis. Prenez 5 minutes. Vous allez voir que c'est pas hyper simple en fait. Moi, ma valeur, c'est la liberté. Moi, ma valeur, c'est l'échange. Moi, ma valeur, c'est le partage. Si vous ne trouvez pas de mots, allez sur des sites de CNV où il y a marqué la liste des besoins. Et là, vous avez 1 à 4 avec tous les besoins fondamentaux de l'être humain. Et là, vous prenez le mot qui vous plaît et vous les notez. Et vous notez 5 mots. Et restez sur vos valeurs. Restez, ne bougez pas. Personne ne peut vous faire bouger de vos valeurs. Personne. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est pas le voisin. Ça, c'est hyper important. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Personne n'est au-dessus de vous. Personne. C'est hyper important. Ça, j'aime bien. La justification. Alors, j'en rigole parce que j'ai eu du mal à ne pas tomber là-dedans toute ma vie. Et c'est lors d'une formation que je m'en suis rendu compte. La justification, c'est quoi? C'est que vous répondez à la question de quelqu'un qui ne vous l'a même pas posée. Tout de suite, on vous pose une question. Est-ce que j'ai un exemple? Non. Est-ce que demain, tu viens à la conférence? Non, demain, je ne viens pas à la conférence. Zéro justification, parfait. Qui fait ça? Non, demain, je viens pas à la conférence parce que, en fait,
j'ai beaucoup de boulot et il faut que je passe récupérer mes enfants. Et alors, ça me fait penser que... oui, mais alors, moi, je peux vraiment... Ça, c'est mort. Là, vous tombez. Et alors là, le manipulateur, quand vous commencez la justification, oh, yes, j'en ai un sous la main. Quand on vous pose une question, vous répondez à la question, point barre. Vous dites pas le pourquoi du comment, du je sais pas quoi, du machin, machin, machin. Le problème, c'est que tout notre système éducatif est fondé sur la justification. Et le petit enfant, alors pourquoi t'as fait ce dessin, et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as machin, et là t'as trouvé ce résultat, mais dis-moi pourquoi et comment t'as... C'est pas vrai, c'est quoi ce truc? Depuis tout petit, on nous pousse à nous justifier en permanence. Qu'est-ce que c'est la justification? C'est une déresponsabilisation. On nous transforme en enfants. Donc quand vous dites « je vais pas à la conférence demain, mais parce que j'ai piscine, j'ai machin, aquaponie et compagnie », vous vous déresponsabilisez, vous devenez un enfant, et alors là, proie du manipulateur direct. Il vous saute dessus, il fait ce qu'il veut de vous. Donc la justification, c'est super compliqué de s'en rendre compte. Apprenez-vous à répondre aux questions et ne pas répondre à des questions qu'on vous a même pas posées. Un exemple. J'en ai plein des exemples parce que je les garde à chaque fois, les gens qui justifient. Maintenant, ça me... Mais je demande, je vous remercie de confirmer votre venue le clac-clac. Et la personne, et c'est vrai, hein, enfin, je l'aurais pas inventé, ça serait pas drôle. Réponse par SMS. Bonjour, nous avions bien reçu les précédents messages, mais nous souhaitions faire le point sur la réelle disponibilité de X. Elle n'a pas d'associé dans son entreprise qu'elle dirige désormais seule, un manque de personnel et le surcroît de travail l'accable de plus en plus. Malheureusement pour nous... Et je te demandais juste si tu venais demain. C'est hallucinant. Mais des comme ça, j'en ai des wagons. J'ai un message sur WhatsApp de « Est-ce que tu vas pouvoir faire la conférence tel jour ?» Je vous jure que le message, j'ai fait 8 minutes. Et j'étais obligé de mettre en mode accéléré sur WhatsApp, on peut. Mais même en x4, c'était insupportable à entendre. Et blablabla, et blablabla, et puis machin. Mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Ben, la personne est complètement déresponsabilisée. Elle n'assume rien de ce qu'elle fait. C'est de la faute de je sais pas qui, de je sais pas quoi, de machin. En fait, elle ne dirige pas sa vie. C'est le monde qui dirige sa vie. Eh ben ça, le manipulateur, c'est direct. Moi, je vais le sauver. Je vais me faire passer pour un sauveur et je vais m'occuper de cette personne et je vais en faire ce que je veux. Donc ça veut dire que ne pas se justifier, ça vous pousse à vous responsabiliser et de passer de enfant à adulte. C'est super dur. Essayez de passer une journée sans vous justifier, vous allez voir. Oh. Alors, la mise en situation, c'est simple, c'est on vous pose une question. Vous répondez pas tout de suite. Ah, je sais que le silence n'est pas apprécié, mais vous ne répondez pas tout de suite. Est-ce que demain tu viens à la conférence? Vous attendez, parce qu'il ne faut pas se justifier. Et donc la réponse à la question est « Je ne viens pas à la conférence demain ». Et pourquoi, et machin, gna gna, gna gna, gna gna. Non, 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 il n'y a pas de pourquoi, je ne viens pas à la conférence demain, terminé. Dès qu'il y a un pourquoi derrière, c'est en général pas bienveillant. C'est dur ce que vous voyez le truc. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est faire une quittance. Par exemple, quelqu'un vous dit « Oui, tu n'étais pas là à la bonne heure. Pourquoi ?» Alors là, souvent, oui, j'étais pas à la bonne heure parce que j'avais piscine. Alors là, boum, et là, le mec, il est au-dessus et il vous écrabouille. Non. Tu as raison. Alors, silence. Tu as raison. Je n'étais pas là à la bonne heure. Voilà, il ne peut rien dire. Et si vous voulez conserver la relation, si vous croyez que vous en avez besoin, vous pouvez dire la prochaine fois, je serai à l'heure. C'est tout. Vous voyez le truc? Ça dure 2 secondes. Mais pour faire cet exercice en atelier, c'est super dur. Donc voilà, la justification, c'est grande proie à la manipulation. Donc, la justification de ne pas la faire, ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non. Le fameux non. Alors, dire non,
On dit non pour arrêter de se disperser. On ne peut pas être partout. On ne peut pas se démultiplier. Donc, je ne vais pas partout, je ne vais pas machin, je me préserve moi. Dire non, ça veut dire que je dis oui à moi. Je me dis oui parce que je m'aime moi. Vous savez qu'il y a des gens, quand je leur demande en séance de se dire, vous allez vous regarder dans la glace et vous dites « je m'aime ». Il y en a qui n'y arrivent même pas. C'est la base. On est là pour ça. On est là pour s'aimer nous-mêmes. Déjà. Aimer les autres, pour moi, c'est après. Mais bien après. Donc, il faut dire non, parce que si vous dites non à la personne, vous dites oui à vous, ça veut dire que vous envoyez de l'amour à vous et vous vous respectez vous. Parce que l'autre ne peut pas savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas possible. Il ne pense pas comme vous, il émotionne pas comme vous, et il n'est pas dans votre corps. Donc c'est pas possible, on oublie ça. Donc on se respecte, on dit non. Non est une décision. Je prends la décision de dire non. C'est plus facile pour tout le monde aussi de dire le non dans les ateliers. Oui, c'est une responsabilité. Oui, je vais faire quelque chose. Donc là, vous engagez à quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de vous engager à tout. Vous ne pouvez pas tout faire tout le temps. C'est pas possible. Vous avez 100% du temps, vous n'avez pas 200% du temps. Donc, on dit non, on demande une façon de le dire, on l'explique, on parle de soi. Si on veut, si on veut aller plus loin, déjà on pousse la communication très loin, on fait de la CNV et on dit non, je ne viendrai pas à la conférence demain. J'ai besoin de temps pour moi. Bam, terminé. Vous avez vu ? Il n'y a pas de le petit dernier, je sais pas quoi, raconter n'importe quelle connerie qui n'est pas vraie. On dit j'ai besoin de temps pour moi, donc je ne viendrai pas à la conférence demain. Terminé. Hop. Alors, ça c'est des... Ah, ça j'adore. Alors, quand vous croyez que vous êtes obligé de communiquer avec un manipulateur, je vais prendre un cas particulier que j'ai vécu, où vous êtes obligé de communiquer parce qu'il faut prendre des dates et des rendez-vous et des machins. Eh bien, un manipulateur, il ne fonctionne pas comme vous. Donc vous prenez une feuille, cette feuille-là, où il y a marqué tout ce que vous devez dire dessus. Et c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas manipulateur de dire ça. C'est-à-dire que le manipulateur veut vous perdre et il est dans le flou. Donc, quand il va commencer à vous parler, et vous allez répondre des trucs de ce genre, la personne, mais pourquoi t'as pas fait ça ? On peut le penser, j'aurais pu faire autrement. Je me dis, pourquoi t'étais pas là ? Précise ta pensée. Je n'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'est-ce qu'il me dit ? Et là, je peux vous assurer, vous pouvez prendre les phrases au hasard dans n'importe quel sens. C'est des phrases qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont tendance à déstabiliser le manipulateur. Et je l'ai essayé. Et je peux vous assurer que c'est du 100%, vous tapez dedans. Là, avec ce système-là, vous randomisez les réponses, peu importe, on s'en fout. Ça ne veut rien dire ce que vous allez dire, mais la personne en face, au bout de 4 questions, elle n'en peut plus. Et là, elle raccroche. C'est fabuleux. Vous voulez gagner du temps avec un manipulateur, vous répondez comme ça. Alors je peux vous assurer que c'est contre-intuitif. Absolument pas intuitif. Tous les empathes et ceux qui ont de l'empathie ne comprennent pas ça. Mais ils ne sont pas empathes. Là, ils se disent, mais putain, il me prend pour un con, quoi. Mais eux, ils parlent comme ça. Eux, c'est leur quotidien. C'est génétique différente, c'est ton opinion, chacun ses goûts, j'ai la conscience tranquille. Ils vous sortent un truc horrible, j'ai la conscience tranquille. Hein ? Tu viens de dire une horreur. Donc là, on utilise leur propre langage contre eux. Clac. C'est ce qu'on appelle le miroir. C'est fabuleux, c'est du 100% certifié, essayez. Donc s'il y en a qui le veulent, je pourrais envoyer cette petite liste qui est dans mon trousseau. Alors, voilà pour la manipulation des autres. Et maintenant, on va rentrer sur la manipulation de soi-même. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il faut savoir que on est inconscient de notre propre état, que ce soit les pensées, les émotions et le corps, à plus de 95%. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas compris. On a conscience que de 5% de tout ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de tout ce qu'on émotionne. C'est-à-dire une extrême minorité. Donc, ce qu'on dit souvent, dans les milieux de la nouvelle médecine allemande, ils appellent ça « nous sommes tous schizophrènes ». En permanence, on se raconte n'importe quoi. Tout le temps, et tout d'un coup, on a un éclair de génie. Ah, je vais arrêter de dire une connerie, je vais vraiment dire quelque chose de réel.
pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est du déni, c'est vous raconter des histoires, mais c'est certainement pas ce qui vous travaille vraiment profondément à l'intérieur. C'est dur ce que je dis ou pas? J'ai l'impression que ça parle moins là déjà. Et comment on sait ça, qu'on se raconte des histoires? On se les raconte tout le temps en fait. Et c'est à des exceptions près qu'on s'en raconte plus. C'est simple, c'est une base. On sait qu'on se raconte plus des histoires quand on brise le maxi-mini-schizophrénie. C'est ce qu'on appelle le MMS. Le MMS est cassé, c'est-à-dire que quand l'inconscient commence à rentrer dans le conscient, il se passe quelque chose de physique et on ne peut pas faire autrement. Ça se voit. Et c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, quand on prend vraiment conscience de quelque chose qui va nous faire évoluer et grandir, il se passe quoi? On le casse et on a des sueurs, tout d'un coup, instantanément. On se met à pleurer instantanément, sans savoir forcément pourquoi. On peut avoir les yeux rouges et brillants. Tout d'un coup, vous dites quelque chose et oh, et là, vous voyez la personne, ah oui, ok, tiens, elle vient de péter un MMS. On peut avoir des mini tremblements des mains ou du corps. Souvent en thérapie, je dis quelque chose, et là j'appuie, clac, et là la personne... Et là je sais qu'elle vient de comprendre que son inconscience vient de rentrer dans le conscient, et qu'on va pouvoir vraiment parler maintenant. Parce qu'avant c'était blabla, déni, machin, tout va bien. Envie d'aller faire pipi, soudainement. Donc ça c'est un grand classique, hein. Quand on est plein dans la séance, la personne ne peut pas se tenir 1 heure, je peux aller aux toilettes, oh yes, elle a cassé un MMS. Parce que le pipi, c'est on se relâche, ah ça y est, je tenais, je me mentais à fond, et là je me mens plus, et hop, j'ai envie de faire pipi. C'est un grand classique. Ensuite, problème de respiration, de déglutition. Vous dites quelque chose à quelqu'un, puis... Vous voyez ça? Il faut regarder, hein. C'est très précis, ça dure une fraction de seconde. Ou alors, regardez partout. Et alors ça, est-ce que vous avez pensé à ça? Hop, ça c'est flagrant. Ou la tête qui tourne. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Bah oui, on vient de fracturer ton inconscient et le conscient commence à rentrer dedans. Donc voilà, tous ces moments-là, vous savez que enfin vous êtes plus dans le déni pendant une fraction de seconde. Il faut utiliser ces moments-là, pour vous, parce que c'est super rare, pour dire qu'est-ce que je viens de comprendre et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus faire comme avant. C'est ça en fait. C'est que on fonctionne en pilote automatique, on ne regarde pas les problèmes, on avance, je vais bien, il n'y a pas de problème, avec mes enfants c'est super bien, ma mère ça se passe super bien, mon père aussi, d'ailleurs on est en amour fusionnel, le thérapeute il tord l'oreille, amour fusionnel papa-maman, oh là là. Et tout d'un coup vous faites comprendre ça et hop, la personne se met à pleurer. Et là, il faut utiliser ce moment-là pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne plus tomber dans le panneau de se mentir en permanence. Il faut changer quelque chose. Quand on casse un MMS, ça c'est une prise de conscience, c'est super. Mais il faut tout de suite agir concrètement dans la matière. Je fais quoi? Je vois plus qui? J'arrête quelle relation? Je quitte mon boulot? Je déménage? Je prends un vrai changement dans ma vie parce que je ne peux plus continuer comme avant. Je ne me raconte plus des histoires, j'arrête de me mentir et donc maintenant j'agis en conscience. Vous voyez? Alors, la manipulation intérieure, l'ego, c'est quand on se regarde dans la glace et on se voit complètement déformé. En fait, quand on a cassé le MMS, on se voit réellement tel qu'on est. Mais sinon, 95% du temps, on se voit complètement déformé, plus gros, plus large, plus petit, plus machin, mais on se voit jamais comme on est. Jamais, 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 jamais. Donc l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour 2 choses essentielles, mais des fois il prend trop de place. La première chose, c'est l'identification. L'ego, il est là pour savoir que vous êtes vous n'êtes pas les autres. Donc l'ego, c'est la peau. Je suis ici. C'est grâce à l'ego. Parce que s'il n'y avait que votre âme, l'âme elle est partout. Donc l'ego vous permet de vous identifier. Je ne suis pas la table, je ne suis pas la chaise, je ne suis pas le voisin, je suis moi. Donc c'est un processus d'identification. Mais qui dit processus d'identification dit je me sépare des autres, je suis différent des autres, les autres sont différents de moi, et après il y a d'autres problèmes. Mais au moins ça part de là. Et aussi l'ego il vous permet de ne pas vous tuer. Parce que l'âme est immortelle, donc elle s'en fout. Mais votre ego il va vous dire oh là là, va pas sur la route, tu vas te faire écraser.
Donc votre ego, il vous retient et il vous fait peur, il vous fait avoir des émotions, il vous dit stop, attention, danger. Donc l'ego, il est super important pour ça. Sinon, on ferait pas gaffe et en permanence, on s'auto-détruirait sans s'en rendre compte. Donc l'ego, il est fait pour vous sauver la peau et pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas l'autre. Par contre, le problème, c'est qu'il utilise un outil qui s'appelle le temps. Et le temps, il va vous faire aller en permanence dans le passé ou dans le futur. Donc, ce qui fait que vous n'allez jamais être là au bon moment. Le bon moment, c'est l'instant présent. Et donc, il va utiliser les deux armes qui sont la peur et la culpabilité. Donc, quand vous êtes dans la peur et quand vous êtes dans la culpabilité, vous savez que c'est votre ego qui pilote, mais c'est pas vous. Donc, quand on voit les trucs Covid et compagnie, quand on fait aller tout le monde dans la peur, ben on sait très bien qu'on est tous comme des moutons en pilote automatique pour aller à l'échafaud. Vous voyez le système? Ils connaissent ça par cœur. Donc, l'idée, c'est on arrête de se mentir et on accepte que oui, j'ai peur. Oui, je suis dans la culpabilité. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est hyper important. Prendre conscience, mais après faire quelque chose. Parce que sinon, on tombe dans tous les systèmes archaïques. Alors, l'être humain n'est pas un animal, mais on n'en est pas loin. Pour moi, le système d'évolution fait qu'on est hyper proche de l'animal. Hyper proche, c'est-à-dire cerveau reptilien. Donc, on est dans la réaction, la non-réaction, la fuite. Ça, c'est les 3 réponses instantanées dans lesquelles tout le monde se trouve. Donc, soit j'agis et je réagis, soit je m'enfuis, soit au contraire, je suis passif. 80% des gens réagissent de manière instantanée dans la passivité. La courbe de Gauss, vous savez, 80% comme ça. Donc il y en a 10 dans l'action j'agresse, 10 qui se barrent et 80% qui restent en plein milieu, comme ça. Donc, on comprend tous ces systèmes que quand on est là-dedans, c'est qu'on est bloqué. C'est pas nous, c'est notre ego qui nous dit que si tu figes, peut-être qu'il va pas me voir. Et il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent comme ça. Et des fois, ça marche. Et bien nous, on croit que, notre ego, il croit que en faisant comme ça, si on fige et qu'on dit rien, peut-être que ça va me passer au-dessus. Peut-être que le gouvernement, il va m'oublier. Ah, ça va, finalement, il va taper sur l'autre et pas sur moi. Je vais peut-être pas mourir alors. Vous voyez ce figeage-là? Donc ça veut dire qu'il faut faire un gros travail sur soi pour savoir que si on est dans ces modes-là, c'est qu'on n'est pas nous. On est en mode automatique. Donc il est important de travailler sur soi. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est la manipulation la plus dure, parce que c'est ce qui demande le plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel est mon conditionnement, quelles sont mes croyances limitantes, quels sont mon système de valeurs qui ne sont pas les miennes, que mon père m'a donné, ma mère, la religion, la société, le temps, le pays, l'Europe, le machin, tous ces trucs qui ne sont pas à vous, qu'on vous a mis dans le crâne et que vous croyez qu'ils sont à vous. Il n'y a rien qui est à vous. Rien. Donc, comprendre tous ces systèmes de limitation, de blocage et de jugement, c'est un vrai boulot. Vous voyez, 95% de choses où vous dites, non, mais tout le monde fait comme ça. Non. Tu fais comme ça parce que tu crois que c'est bien pour toi, mais t'en sais rien si c'est bien pour toi. Est-ce que tu t'es posé la question? Ce qu'on appelle la carte de l'ego. Donc la carte de l'ego, c'est comment fonctionne votre ego qui vous fait mentir et qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas vous en permanence. Il faut déconstruire ça. C'est un vrai boulot. Donc la survie, triangle de Karpman, on en a déjà parlé. Vous rendre compte que vous êtes dedans pour en sortir. Absolument. Tous les systèmes de construction, parce que grosso modo de 0 à 7 ans, c'est votre mère qui vous donne les grandes valeurs. Après de 7 à 14 ans, c'est votre père. Et puis vous êtes Lacan en fait. Et oui, on en a besoin au début, mais après, il faut sortir de tout ça. Et ça fait beaucoup de déconstruction à faire. Alors après, le transgénérationnel, c'est-à-dire, oui, nous dans la famille, les hommes, ils font ça. Nous dans la famille, les femmes, elles font ça. Tous ces trucs à la con qui nous polluent en permanence. Et ça, c'est de l'ego. La culture, le jugement, la culpabilité. Chez nous, en France, c'est la culpabilité. Waouh, c'est du gros lourd. C'est-à-dire, c'est de notre faute si on a fait ça, et puis on a fait ça, c'est de notre faute. Et puis de toute façon, oui, mais ceux qui ont fait la guerre et tout ça, qui ont envoyé tout le monde dans les camps et machin, c'est nous aussi. Non, c'est pas nous. Moi, j'y étais pas. J'y étais pas. Je ne suis pas responsable de ça. Il faut arrêter 2 minutes, quoi. Permanence, montrer du doigt la culpabilité, il faut payer en permanence. Mais on va payer quoi alors? On s'arrête dans 2000 ans? Dans 2000 ans, on aura le droit de dire qu'on ne les a pas envoyés dans les camps? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas vous
Ah oui, oui, ça fait 2000 ans qu'on a crucifié Jésus et que les femmes sont coupables aussi, parce que quelque part, elles avaient quelque chose, il y avait un truc, la tentation, un truc comme ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est un vrai boulot et qu'il faut y aller, il faut agir. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce système-là de manipulation, donc d'auto-manipulation, est le plus compliqué. Alors, il est important de faire la différence entre vous et vos croyances. Vous n'êtes pas vos croyances. Expérimentez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Essayez d'éviter de tomber toujours dans les mêmes trucs. Il faut s'amuser en fait. Il faut jouer avec la vie, il faut expérimenter. Vous voyez, comme un enfant, lui, l'enfant, il va pas se poser des questions. Son ego, il n'est pas totalement construit. Donc, tout d'un coup, vous lui parlez d'un jeu, il joue, puis tout d'un coup, il voit un papillon, il suit le papillon, puis après, tout d'un coup, il tombe, il pleure, et c'est la fin du monde, et puis 2 secondes après, il a vu un autre truc, et il se met à rigoler. Vous avez vu ça? Mais son ego, il n'est pas construit comme le nôtre. Nous, il est verrouillé de partout, et il faut qu'on passe notre temps à le déverrouiller. Donc, vivons comme des enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant? Ben, faites-le. Vous voyez? Hop. Alors j'adore cette phrase de Marc Aurèle, qui est quand même un empereur, poète et philosophe. Je crois qu'on ne pourra plus jamais faire un truc pareil. Du coup, puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. Pour moi, c'est la base de tout. Il y a des choses que vous pourrez changer, et il faut se bouger, sortir les... Et on y va, on change. Et il y a des choses... vous ne pourrez rien y faire. Maman, elle va toujours vous dire ça. Papa, il va toujours faire ça. La société, elle va toujours faire ça. Donc ça, on oublie. Par contre, qu'est-ce que je peux faire moi, là, maintenant, pour moi? Et c'est ça la différence, en fait. En général, vous pouvez faire des choses qui sont pour vous, uniquement pour vous. Tout le reste, on oublie. Hein, qu'on ne change pas son copain, on ne change pas sa copine, on ne change pas machin. On oublie ça. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera jamais. Par contre, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, pour changer, pour éviter de toujours tomber dans les mêmes travers et faire les mêmes bêtises en permanence, d'aller toujours voir votre frère qui vous traite comme n'importe quoi. Ça, on arrête, faut arrêter. Lui, il ne changera pas. Par contre, arrêtez de le voir. Arrêtez. Stop. Du coup, pour résumer, la manipulation globale ne peut suivre les informations mainstream. C'est super simple. Vous coupez la télé, coupez la radio et ne lisez pas les journaux. Ça, c'est le plus facile. Et vous allez voir qu'il faut un temps, hein, parce que ceux qui sont encore là-dedans, ben c'est une drogue en fait. Et vous avez l'impression de ne plus savoir rien de ce qui se passe. Mais on s'en fout. On s'en fout. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui se tapent dessus à l'autre bout du monde que vous allez y changer quelque chose. Vous ne changerez rien de ce qui va se passer. C'est pas possible. Donc, coupez-vous de ces informations qui vous culpabilisent, qui vous font croire que vous pouvez faire quelque chose alors que vous ne pouvez rien faire. Ensuite, manipulation des autres, dire non et apprendre à dire non. Non, je ne veux pas. Mon besoin, il est là. Terminé. Ça, c'est un vrai boulot. Et si vous voulez, si vous pouvez, si vous avez pris conscience qu'il faut fuir, fuyez. Prenez ce courage-là de fuir la relation. Et non, on ne voit plus maman et papa tous les dimanches. C'est terminé. Manipulation intérieure. Là, par contre, c'est le plus compliqué parce qu'il faut travailler sur soi. Donc là, c'est thérapie, coaching, expérimentation et vous transformer en enfant. Parce que l'enfant, pour le coup, lui, ne se pose pas autant de questions que vous. Eh bien, je pense que j'en ai fini là. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Soit je suis hyper clair, soit je les ai endormis. Ça peut être une remarque, hein, oui. Une question un peu avant le manipulateur. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Est-ce que ça se construit? Ah, comment il est devenu manipulateur? Oui. Oui. Souvent, le manipulateur, en fait, utilise la manipulation comme un système de défense. Donc, c'est l'ego, encore, qui, souvent, dans la petite enfance, a subi un traumatisme, mais pour lequel son ego n'a pas trouvé d'autre solution que d'utiliser les autres pour s'en sortir. Et donc, il croit, son ego, que parce qu'il croit qu'il a réussi
l'expérimentation de j'utilise l'autre contre lui pour survivre, eh bien, il pense que ça va être ce système-là qui va l'aider toute sa vie. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est pris depuis la petite enfance, et c'est pour ça que c'est indéboulonnable. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette habitude, leur ego leur a dit, survie, tu vas pas mourir, utilise l'autre, marche-leur dessus, parce que de toute façon, on s'en fout. Donc c'est petite enfance, et c'est un système de défense. Indestructible. Moi, j'ai une petite question. Là, tu parles du manipulateur, donc monsieur tout le monde, en fait. Est-ce que tu peux juste faire un petit détail sur les gens qui sont vraiment pathologiques, du type pervers narcissique, voilà. Donc, un pervers narcissique, il va avoir deux côtés, donc le côté pervers et le côté narcissique. Le côté narcissique, c'est qu'il croit qu'il n'a pas été assez choyé, assez aimé, assez bisouillé, tout ce que vous voulez. Et le côté pervers, c'est qu'il croit que, en utilisant les autres, il va arriver à ses fins. Il croit qu'il n'est pas capable lui-même d'y arriver. Donc il y a un problème d'estime de lui, il a un problème de confiance en lui, et il a un problème de manque. Il croit qu'il a manqué d'amour. Donc, ce système-là de pervers narcissique, il tombe pile dans ce qu'on a dit. C'est eux, on les reconnaît, je trouve, assez facilement. C'est parce que c'est bourrin. C'est-à-dire que je te monte en haut, je te colle en bas, je te monte en haut, je te colle en bas. C'est-à-dire que le manipulateur de base va faire ça. Le pervers narcissique va vraiment vous coller tout là-haut, vous êtes le plus beau, le plus fort, le machin, et il va vous écraser, mais comme la moindre des merdes, jusqu'en bas. Donc on peut le reconnaître par la violence et les écarts dans la même phrase. Vous pouvez avoir dans la même phrase, je te monte et je t'éclate. Donc cette pathologie-là est irréparable. Ils font tourner en bourrique tous les thérapeutes, les psys, les psychiatres et les machins dans n'importe quel sens, et je l'ai vu. J'ai vu une pervers narcissique retourner un psychiatre expert devant les tribunaux, un truc de dingue, c'est-à-dire celle-là, elle s'est fait passer pour une victimite, victime du système, de son mari, de je sais pas quoi, a retourné complètement le mec, ça faisait 40 ans qu'il faisait ce métier-là, en 1 heure, la personne avait pleuré, victimisé, machin, elle avait retourné le mec, résultat, le mec était pour rien, était passé lui pour un pervers. Un truc de fou. C'est-à-dire que les pervers narcissiques arrivent à retourner complètement les situations et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez être le plus intelligent de la Terre, avoir compris tous les systèmes et les mécanismes, le pervers narcissique est plus fort que vous, il vous démonte dans tous les sens. Donc le pervers narcissique, on fuit le plus rapidement possible. Le pervers narcissique, il est entre guillemets donc ultra violent, mais il est gentil. Après, on a le sociopathe. Moi, je le mets un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'émotion, il ne sent pas d'émotion, et pour lui, les congénères sont juste des objets utiles à sa progression et son évolution, qui sont toujours vers l'estime de soi, le pouvoir, l'argent et compagnie. Donc ça, c'est le sociopathe qui est haut. Pour moi, il est au-dessus. Et on en a un qui est encore au-dessus. C'est le psychopathe. Le psychopathe, il est borderline, et donc il va aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que non seulement il n'a pas d'émotion, tous les autres sont là pour le servir, et il va jusqu'à la mort, il tue. Donc voilà, pour moi c'est le... Je crois que c'est les mêmes critères que le FBI, c'est-à-dire psychopathe, sociopathe, pervers narcissique, et ainsi de suite. Et après, on a des manipulateurs gentils, on a le manipulateur affectif. Oh, mais tu m'as pas appelé, oh, mais tu m'appelles jamais, oh, mais on se voit jamais, mais pourquoi? Tu prends ton téléphone, tu prends ta voiture, tu viens me boire. Faut rater 2 minutes, quoi. Ah, celui-là, c'est le pervers, c'est le gentil manipulateur affectif. Et alors ça, mais il y en a des wagons et des wagons. Donc ceux-là, c'est t'arrêtes ta victimite, si tu veux me parler, tu me parles, si tu veux me voir, tu viens me voir. Terminé. Oui, mais machin, non, terminé. Bon, je raccroche parce que là, t'as visiblement pas compris. Bam. Oui, il y a des manipulateurs gentils, mais il reste des manipulateurs. Ah oui. Et souvent, quand on prend conscience de soi, je peux vous assurer que les psychopathes, sociopathes, pervers narcissiques, vous les voyez plus jamais. Terminé. Parce que vous avez pris conscience de qui vous êtes et vous êtes donc presque inattaquable à leurs yeux. Et non, mais il y a des brebis vachement plus faciles à côté. Donc eux, c'est terminé, vous les croisez plus jamais. Par contre, vous voyez les petits manipulateurs et c'est eux qu'il faut remettre en place. Parce que eux, ils sont soignables. Pas toujours. Mais certains peuvent l'être. Et là, vous pouvez les aider si vous êtes bien à l'intérieur de vous et que vous travaillez sur vous. Et vous dites non, je tombe pas dans ton piège. Non. Tu veux venir me voir, tu viens me voir. Et encore, quand je l'aurai décidé, parce que c'est pas open bar non plus.
Il faut partir du principe que les autres ne vont rien vous apporter et ne vont pas vous informer sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Si ce sont vos enfants, concentrez-vous sur vos enfants. Et c'est ça qui compte. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec monsieur et madame Michu qui sont dans la cour de récré avec vos enfants et qui racontent n'importe quoi. C'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire. Et c'est là où c'est difficile parce que nous sommes programmés, nous sommes des animaux améliorés. Notre fonction de survie, elle est dans le troupeau. C'est dur ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va survivre que si on reste tous ensemble dans le troupeau. Et notre ego, il nous dit, si je sors du troupeau, je vais mourir parce qu'un loup va me choper et le loup, il va attaquer que la brebis toute seule. Et donc notre ego, il est programmé pour ça. Donc notre ego, il est programmé pour qu'on reste dans le troupeau parce qu'on croit, et c'est une croyance, qu'on ne va pas mourir parce qu'on reste dedans. C'est faux. On va à l'abattoir parce qu'on reste dedans.